Bonjour à tous. Le 28 mars prochain aura lieu l'ATS Paris. Ce sera l'occasion pour l'ensemble du marché publicitaire d'évoquer les nouvelles technologies, d'évoquer les nouveaux concepts autour de la data et du programmatique. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Kautar Benazi de chez Mobext. Bonjour Kautar. Bonjour Michel. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, je suis Kautar Benazi, en charge de l'activité de Mobext France. Mobext est une agence de marketing mobile affiliée au groupe Havas. Et nous avons pour ambition d'accompagner les clients sur la problématique mobile first, que ce soit d'un point de vue média que d'un point de vue technologique. Donc aussi bien achat que conseil en fait. Exactement, on est en train de faire évoluer un petit peu le métier d'une approche essentiellement média. On accompagne aujourd'hui les annonceurs sur cet écosystème qui est quand même assez complexe et on les suit sur des missions de consulting technique, d'installation et d'intégration de solutions en interne chez eux, et on les accompagne aussi sur des projets de plus grandes envergures que du simple achat média. Alors pendant des dizaines d'années, j'exagère un peu, on a parlé de l'année du mobile, donc maintenant on pose plus ce type de questions, c'est un peu has-been. Ma question c'est sur l'année 2017, quelles sont les tendances fortes que tu as perçues sur le marché publicitaire mobile ? Alors le mobile a pas mal changé la donne l'année dernière, effectivement, de plusieurs manières. Il y a déjà l'aspect créatif, puisqu'on n'arrête pas de parler effectivement de créa mobile. Il y a l'avènement de la vidéo, via la vidéo verticale. On peut parler aussi de la prépondérance des usages et donc de l'intégration aujourd'hui dans nos dispositifs de ce que l'on appelle l'audio digital, donc c'est de l'achat média sur les plateformes de streaming. On peut parler effectivement de la prépondérance aussi des GAFA sur ce levier, puisque aujourd'hui ça s'illustre de manière significative d'un point de vue audience, d'un point de vue usage, mais aussi d'un point de vue créa, puisqu'il bouleverse aussi un petit peu les choses en faisant du test and learn de manière assez importante. On peut aussi parler de structuration. Il y a eu beaucoup de consolidation d'expertise, d'intégration au sein de grands groupes, de manière à permettre de continuer à accélérer. Et enfin, on peut parler aussi d'un cadre et de la prise de considération d'énormément de sujets importants dans notre marché aujourd'hui, tels que la transparence, la fraude, et puis la manière d'intégrer et d'analyser et de se servir de la data aujourd'hui. Donc c'est à la fois un bouleversement média et c'est à la fois un bouleversement structurel qui va nous permettre de travailler de manière beaucoup plus clarifiée dans les prochaines semaines. Alors tu as évoqué justement le mot data. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui le marché publicitaire français est suffisamment, comment dire, mature pour exploiter de la data? Alors c'est une question qui revient assez régulièrement, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs méthodologies et il y a une diversité aussi dans ce qu'on appelle la data. Est-ce que l'écosystème est mature? Disons qu'il est suffisamment prêt et accessible aujourd'hui pour déjà commencer à adresser en fait le sujet de la data. Ensuite, qu'est-ce que la data? Elle est de différentes formes aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle la first party, donc l'audience loguée. Il y a aussi tout ce qui concerne la third party qui arrive via les data providers tiers. Donc on peut créer des clusters en enrichissant avec des éléments qui sont divers, tels que des critères socio-démo, du comportemental, de la navigation, du transactionnel, etc., etc. Donc on peut effectivement déjà intégrer, et c'est ce que l'on fait de manière assez significative au sein de l'agence, un mindset data dans la totalité en fait, de nos campagnes aujourd'hui. On peut adresser cette data de manière directe ou indirecte, avec des méthodologies qui sont diverses, mais le fait de pouvoir combiner différentes solutions permet quand même d'avoir un livrable aujourd'hui suffisamment intéressant, accessible et rationnel, de manière à prouver aussi de l'efficacité de tout ça auprès de nos annonceurs. Donc mature, je pense qu'on peut encore évoluer et structurer davantage, mais suffisamment accessible aujourd'hui avec différentes solutions qui nous permettent de travailler en bonne intelligence. Alors justement, tu évoquais les annonceurs. On a vu parfois une certaine perte de confiance de la part des annonceurs vis-à-vis de leurs partenaires d'achat, et on évoque beaucoup la désintermédiation. Comment toi, tu interprètes ce phénomène? Est-ce que c'est un phénomène très répandu ou est-ce que c'est, on va dire, uniquement pour quelques annonceurs suffisamment bien structurés d'un point de vue effectif et même d'un point de vue logistique et technique pour opérer cette désintermédiation? Alors effectivement, le milieu du programmatique n'a pas aidé en ce sens, c'est-à-dire qu'on a souhaité se doter d'outils technologiques qui permettaient d'acheter de manière assez automatisée avec des solutions pertinentes et qui nous permettaient d'être dans de la réactivité, mais ça a induit finalement une cascade de partenaires, énormément en fait de solutions, toutes plus sophistiquées les unes que les autres, avec leur environnement, leur subtilité.
et ce qui a ramené de la complexité dans le discours qu'on a apporté aux annonceurs. Donc on peut comprendre qu'il y a une perte de confiance. Aujourd'hui, il y a un travail quand même en termes d'évangélisation, de prise de considération de ce sujet-là, de manière à permettre aux annonceurs de mieux comprendre et d'avoir la bonne grille de lecture de ce qu'est le programmatique, bien qu'il se soit aussi structuré, étoffé et beaucoup plus transparent que ce qu'il n'a été jusqu'à présent, et de leur permettre de voir un petit peu quelles sont les solutions qui sont apportées pour avoir justement une lecture directe et pas cette opacité qui est un petit peu fluctuante et un petit peu, comment dire, suspicieuse quand on parle de cet environnement programmatique. Alors, tu parlais d'opacité et tu as utilisé le mot transparence aussi. Oui. Donc, je vais revenir sur ce mot. Transparence, mais il y a un autre mot aussi qui a été très important sur l'année 2017, c'est le mot fraude. Comment oui. Ces deux items, vous les traitez au sein de ton agence ? Alors, on y attache beaucoup d'importance. Hein. C'est un énorme chantier au sein du groupe Havas, sur lequel on s'est attelé depuis quelques mois déjà. Alors, la fraude, oui, c'est malheureusement une réalité qu'il faut prendre en considération. C'est quelque chose avec lequel on doit travailler au quotidien. De là à se dire qu'on va éradiquer la fraude, je pense que c'est quelque chose d'irréalisable. Néanmoins, on peut essayer de l'identifier, de la contrer et de faire en sorte qu'elle ait une moindre importance aujourd'hui. Il y a différentes solutions qui sont intégrées aujourd'hui. On a aussi chez Mobext un mindset qui est très lié à la visibilité, la brand safety. Donc il y a une intégration et une connaissance aussi de toutes ces solutions d'aide vérification disponibles aujourd'hui sur le marché qui permettent déjà d'un point de vue rationnel d'apporter de premiers éléments de réponse auprès des annonceurs, de vérifier aussi les écosystèmes dans lesquels on va pouvoir être amené à diffuser finalement nos plans médias. C'est aussi une opposition avec un sujet qui est celui de la transparence, mais qui finalement pour moi est dans la continuité, parce qu'à partir du moment où on identifie les environnements sur lesquels on est amené à évoluer et à diffuser, on se doit d'être transparent en termes de qualité, d'environnement, de placement, de performance, que le plan média que l'on a pensé, que l'on a validé et que finalement on va finir par diffuser soit le strict respect et l'effet miroir de ce que l'on a pu écrire. Mais c'est aussi la transparence aussi financière. Et justement par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure sur la désintermédiation, c'est aussi être en capacité d'identifier la problématique, la tarification, et la restitution finalement de ce plan média. Et quand on parle d'outils, de programmatique, de data, d'intermédiaires, on a l'impression finalement que la notion financière va être galvaudée au fur et à mesure du plan, mais finalement la restitution peut être là. À mon sens, la fraude et la transparence, c'est vraiment deux sujets qu'il ne faut pas opposer, qu'il faut prendre dans leur ensemble et dans leur globalité, mais ça passe aussi énormément par une prise de considération, de l'évangélisation et un travail collaboratif sur la totalité de la chaîne de valeur. Alors, on parle beaucoup de l'émergence de contenus pensés pour le mobile. Est-ce que pour toi, c'est une vraie tendance ? Et est-ce que, d'un point de vue publicitaire, j'allais dire, les annonceurs savent s'adapter aussi à ce type de contenu ? Alors, c'est une vraie question aussi, dans le sens où le mobile fait un petit peu exception jusqu'à présent. On a toujours pensé le contenu en fonction du canal de diffusion, que ce soit la télé, la radio, l'affichage, etc. Et le mobile, pour une raison un petit peu obscure, on était plutôt dans un mindset qui était celui de l'adaptation, c'est-à-dire que l'on prenait des assets créatifs qui n'étaient pas dédiés à ce canal-là, pour lequel on avait bien évidemment des objectifs de campagne et de performance, et où en fait finalement la richesse du format en tant que tel ne permettait pas d'être en phase par rapport à ces objectifs. Donc on a mis en place des solutions qui sont pertinentes, mais qui ne sont pas suffisamment sophistiquées, qui permettent d'enrichir des créas, d'avoir des call to action, d'avoir un petit peu d'interaction et d'engagement, mais finalement sur une base qui n'a pas été pensée pour ce device-là. Donc le résultat n'est pas optimum. Aujourd'hui, la totalité des audiences au sein des publishers sont assez significatives sur ce levier-là. Il est venu aussi bouleverser la totalité des usages. C'est quand même un device auquel on a recours plusieurs fois dans la journée, pour lequel on a un déficit d'attention, puisqu'on a des micro-sessions finalement. Donc tout l'enjeu, c'est de réussir à capter ce déficit et d'engager l'utilisateur dans un format et dans une expérience. Donc aujourd'hui, il est nécessaire de penser mobile first. Alors, il n'y a rien de complexe derrière cette notion-là, c'est simplement de se dire et de vouloir replacer finalement l'utilisateur au sein de l'expérience publicitaire. Donc pour ça, c'est simple, il y a des petites recettes, il y a des petits ingrédients, c'est simplement se servir du device, de la connaissance des audiences, de leur consommation, qu'elle soit à tout moment de la journée, avec des moments d'attention qui sont totalement différents. Ça va aussi être
la possibilité d'adresser des messages avec les features natives du téléphone, hein, le son, la vidéo, le calendar, le gyroscope, toutes ces choses-là. Donc rien de complexe en soi, mais ça nécessite quand même d'adapter le format et le storytelling par rapport à ce device. Donc oui, aujourd'hui, il est nécessaire de le faire en ce sens-là, et plusieurs cases aujourd'hui montrent que ça se fait de manière assez simple, c'est scalable, et on est plutôt aujourd'hui à penser mobile first, à normer en mobile pour pouvoir du coup diffuser aujourd'hui sur l'ensemble des autres médias. Alors, j'ai une dernière question qui fait pas mal de débat en ce moment, c'est sur les data loguées et puis les data issues d'autres sources, notamment des cookies. Est-ce que tu penses que demain, seul l'environnement logué aura grâce aux yeux du marché publicitaire, puisqu'on parle beaucoup des GAFA, entre autres, et qu'il y a une certaine nervosité de la part d'un certain nombre d'acteurs sur le fait que même la réglementation se mêle à la danse pour pouvoir imposer ou en tout cas de plus en plus privilégier l'accès logué au contenu et aux services. Est-ce que toi, en tant que responsable d'une agence qui achète sur différents types de devices, mais principalement sur le mobile, hein, pardon. Quand j'ai d'autres types de devices, je pensais à la tablette, mais voilà, c'est le mobile. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir autre chose que de la data loguée, c'est toujours valable aujourd'hui et que ça ne risque pas de changer demain, quoi? Alors, c'est un raccourci qui est quand même assez simpliste de se dire que J'assume totalement cette simplicité. La seule véracité autour de la data, c'est celle de l'audience loguée. Aujourd'hui, la réponse, elle est diverse, encore une fois. Hein. Effectivement, c'est l'atout majeur des GAFA aujourd'hui, hein, de disposer cette audience via une identité qui est réelle, parce qu'on souhaite avoir accès aux services que ces plateformes proposent. Je me permets de t'interrompre. Tu viens quand même de dire c'est l'atout. Oui, des GAFA. Tout à fait, mais ça ne veut pas dire que c'est une spécificité et que c'est un leadership et que c'est la seule solution existante aujourd'hui. À travers ma remarque, c'était de savoir si la data loguée était de meilleure qualité que la data issue d'autres. Elle ne l'est pas forcément, puisqu'on se logue. C'est important à le dire, parce qu'il y a quand même un certain fantasme autour de cette question. Mais après, c'est comment on qualifie la data et qu'est-ce que la data finalement? Est-ce que c'est simplement une identification, un nom et un prénom? Est-ce que c'est la somme de différents éléments qui vont concerner des critères sociodémo, du comportemental, des signaux online, offline, qui vont permettre d'avoir une réponse appropriée? Enfin, la data, c'est plus complexe que ça. Hein. Avoir un raccourci en se disant que seuls les GAFA réussiront demain à faire la différence, effectivement, dans un premier temps, lorsqu'on veut aller sur ce domaine-là, c'est une première réponse. Il y a aujourd'hui aussi beaucoup de solutions disponibles sur le marché. Beaucoup d'annonceurs se sont équipés aussi de DMP en interne, hein, de manière à créer des clusters et des bibliothèques spécifiques à leurs besoins, encore une fois, qui peuvent être différents d'un simple login. Les GAFA, aujourd'hui, c'est aussi un environnement en walled garden, donc c'est fermé. On n'a pas accès à la recette miracle qui permet de savoir si leur data est effectivement vérace ou pas. Et lorsqu'on veut l'utiliser, c'est essentiellement sur leur plateforme. Aujourd'hui, le besoin d'un annonceur, c'est effectivement les réseaux sociaux, mais c'est aussi tout un tas d'autres plateformes médias. Donc il faut pouvoir adresser aussi différemment. C'est un enjeu, c'est aussi une possibilité, et le milieu digital doit s'ouvrir sur d'autres perspectives que celles des GAFA demain. Donc nous, on a... Est-ce que, par exemple, l'Alliance Gravity fait partie de ces autres perspectives? Exactement, c'est aussi ce type de réponse. Hein. Ça peut être une association... Skyline, d'ailleurs. Oui, complètement. Mais c'est aussi comment je vais envisager la richesse de tous les signaux que je peux avoir aujourd'hui autour du device mobile, qui va me permettre de qualifier une audience, des centres d'intérêt et une affinité, une proximité finalement avec les valeurs d'une marque, et de permettre de créer un engagement totalement différent. C'est pas parce que je m'appelle Kautar Benazi et que je suis fan de cuisine et que j'ai été identifiée sur Facebook que demain je vais réagir positivement à un contenu. S'il ne m'a pas été dressé dans le bon contexte finalement et au bon moment, je vais faire un total rejet. Donc aujourd'hui, les solutions, qu'elles soient déterministes ou qu'elles soient probabilistes, elles ont un intérêt de toute façon. On les considère, on fait de l'A/B testing dans le cadre de nos plans médias, et aujourd'hui on est en capacité de montrer aussi les uplifts que l'on peut avoir selon les différentes méthodes. Et encore une fois, ces derniers doivent être envisagés par rapport aux besoins du client et pas simplement de se dire j'ai un plan dans lequel il faut que je sois sur de la data, je prends aucun risque, je vais aller chercher de l'audience loguée. Non, il y a une richesse différente à exploiter dans d'autres solutions. Alors, j'ai une dernière question, parce que dans ton argumentation, tu as évoqué notamment le fait que les GAFA étaient en walled garden.
ça manque parfois de transparence. Est-ce que tu les challenges un petit peu pour qu'ils soient un petit peu plus ouverts et puis que la véracité, je reprends ton terme, hein, des datas qu'ils peuvent te procurer, qu'est-ce qu'ils te prouvent et quels sont les gages qu'ils te donnent aujourd'hui? Même on a vu hein, Facebook qui s'est fait taper sur les doigts, ou en tout cas qui s'est ouvertement, qui a fait une sorte de coming out sur en fait la pertinence ou en tout cas la crédibilité de ces données. Quels sont les gages que tu as de la part des GAFA aujourd'hui? Alors les gages sont très compliqués à obtenir. Hein. On challenge par rapport à la data, on essaye d'optimiser hein, dans le cadre de nos plans médias. C'est un environnement qui est très fermé. On n'a pas accès aux méthodos qui permettent à ces GAFA de qualifier les audiences. À part se dire que les informations qui sont données sont véraces et que le reach est suffisamment important, il y a quand même une prise de risque de notre côté à tester et à challenger. Après, ça se fait selon leurs desiderata, selon leur environnement, selon leurs objectifs, encore une fois. On est dans un discours, on est dans de la construction avec eux. Par contre, c'est quand même beaucoup plus complexe que si on avait la main directement sur l'ensemble de ces données. Merci Kautar. Avec plaisir, Michel.